Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et des vendredis à partir de 16h juste, mesdames et messieurs. Actu 60 chez vous. Le gouvernement de l'Union nationale peut-il sauver la RDC dès l'impasse? C'est un débat sur ce plateau, sur la toile. Jusque-là, on a deux invités. Il y a Mara Bobola, j'ai bien prononcé, j'espère, de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien, mais pas tellement, parce que nous avons une partie de notre pays qui est occupée sous la barbarie des éléments, des agresseurs, des bandits du M23. Et nous avons également une partie, un nombre important de nos compatriotes qui sont tombés dans cette aventure ambiguë que M. Kagame est le guide de cette force négative au sein de notre territoire. Et nous avons aussi des déplacés de guerre qui sont en train de passer des moments de cauchemar à Goma. Et nous avons des victimes de cette agression. Sans ne pas oublier Bukavu. Certainement, quand je parle de Goma, je parle des territoires occupés, c'est-à-dire même Bukavu aussi fait partie. Et voilà, il y a Johnson Bobaka, analyste politique indépendant, c'est un enseignant. Je dis bonsoir. Oui, bonsoir, madame Koyangele. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Oui, il y a bien tout est trop fixe. Nous sommes là, nous souhaitons une bonne évaluation à nos téléspectateurs et je souhaite la bienvenue à mon co-débatteur. Merci beaucoup. En attendant que les autres débatteurs ici. Merci. Et voilà, nous commençons avec ceux qui sont arrivés déjà. Mesdames et messieurs, nous transpirons, nous travaillons sous le groupe électrogène. L'électricité pose toujours problème ici à Kinshasa. Je commence avec Mara de l'UDPS. Bon, Aris, je vais demander la vidéo juste après la première intervention. Après-moi la vidéo. Mara. Mara Bobola. Voilà, merci. Ah, vous voulez franciser ça, Mara. Ça veut dire quoi? Bon, c'était un nom que le papa, paix à son âme, qui m'avait attribué. Ah et bon? c'est le nom de notre grand-père qui est décédé. Donc je suis son homonyme. Et voilà. Le chef de l'État, lors d'une réunion avec le membre de l'Union sacrée, c'est vrai, on a constaté le grand absent Vital Kamerhe. Ça sent mauvais au sein de l'Union sacrée. Hein? Bon, écoutez, ce n'est pas le lieu pour moi de commencer à critiquer les absences de certains leaders au sein de l'Union sacrée de la nation. Mais lorsque nous observons, nous essayons quand même de faire une analyse profonde avec ce qui se passe à l'Est. Et aujourd'hui, le chef de l'État convoque ce qu'on appelle une réunion avec le représentant du peuple au sein de cette plateforme politique et électorale que le chef de l'État avait mis en place après les élections de 2018 afin de mettre en place une vision pour la pacification de l'Est de notre pays et également chercher comment lutter contre les inégalités sociales. Mais aujourd'hui, on constate quand même, je dirais, une certaine lanterne de la part, ou alors une hypocrisie de la part de certains membres de cette plateforme politique qui, non seulement en ce moment crucial où le pays est agressé, qui sont absents, mais qui ne se prononcent jamais. Malheureusement, quand ils se prononcent, c'est pour soit condamner le chef de l'État, soit pour féliciter notamment ceux qui font ce qui se passe à l'Est. Parce que vous allez revenir avec moi, madame Minouchka, c'est-à-dire que l'absence de Vital Kamerhe, mais je vis dans le tweet de son secrétaire général, il a été représenté par son fils et également par le secrétaire général de l'INC. C'est-à-dire pour nous, l'absence de Vital Kamerhe, soit il est dans des salons diplomatiques pour pouvoir peut-être essayer de vendre l'image négative du Rwanda qui agresse notre pays. Donc, en dehors de cela, il y a certains membres de ce présidium qui ont gardé le silence en ce moment et le chef de l'État, devant cette plateforme politique, a félicité le président Jean-Pierre Bemba pour sa mobilisation. Il a félicité Guy Londo ainsi que le ministre, le VPM de la fonction publique Liaou, ce qui est quelque chose de bien. Mais je me pose... Il n'a pas félicité Kabouya. Mais écoutez, il a félicité les gens qui étaient sur terrain. Il ne pouvait pas, parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup qui sont à féliciter, mais quand il cite les gens, c'est-à-dire ce sont ces gens qui ont distingué par rapport à leur travail. Le secrétaire général a fait aussi son travail dans le silence, mais le chef de l'État a pensé qu'il était important de féliciter ceux qui se sont distingués, surtout sur terrain et avec la mobilisation.
Je vais vous poser la question, est-ce que le gouvernement de l'Union nationale peut-il sauver la RDC de l'impasse? Est-ce que nous vivons aujourd'hui de la guerre? Je crois que ça sera un gouvernement qui doit sauver notre pays, certainement oui. Parce en que... partageant les postes, ça sera encore un autre recul. Bon, écoutez, pour le moment, on ne doit pas pour le moment penser au partage des gâteaux, comme ça a été toujours une coutume dans notre pays. À chaque fois qu'il y a un cadre politique où les politiques se réunissent, à la fin, il y a toujours Mais c'est ça, non? des partages. La création d'un gouvernement de l'Union nationale, c'est qu'il y aura partage des postes. Pourquoi vous voulez refuser? Mais, une chose que vous avez refusée dans le temps, mais aujourd'hui, vous voulez le faire. Mais écoutez, madame, ici, je ne suis pas en train de refuser pour pouvoir donner la raison au chef de l'État ou alors de tirer les draps aux côtés de notre parti politique ou alors aux côtés de notre régime. Ici, nous sommes dans un cadre qui est purement de l'agression. C'est-à-dire que si on veut mettre en place un gouvernement, ça doit être un gouvernement d'abord qui doit avoir un certain nombre de critères. Ça doit être un gouvernement qui ne sera pas pléthorique. Ça doit être un gouvernement qui sera unificateur. Et ça doit être un gouvernement qui sera, cette fois-là, gouverné ou alors coordonné par un premier ministre de qualité, de taille, et qui sera à la hauteur. Parce que le chef de l'État a promis de faire une riposte par rapport à ce qui se passe à l'Est. Mais comment nous allons faire une riposte si nous avons un gouvernement qui ne travaille pas bien? Comment nous allons faire une riposte face à l'agression rwandaise si déjà, en amont, nous avons déjà un gouvernement, des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt, que nous, l'IDPS, nous avons matin, midi, soir, dénoncé. Aujourd'hui, je vous donnerai les cas, par exemple, du ministre des Finances. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ce ministre est arrivé à séduire, ou alors, je dirais quelque chose, à séduire la pensée du chef de l'État afin de mettre de côté Nicolas Kazadi. Parce que Nicolas Kazadi avait démontré sa capacité de gérer ce ministère. Ah bon? Nicolas Kazadi a triplé le budget de l'État, madame. Le détournement mais non, madame. Ça, les détournements, aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que c'est un dossier qui a été vidé, qui est vide et qui sera toujours vidé à chaque fois qu'on parlera. C'est un dossier qui a été monté de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il y a eu des cabales démoniaques, des cabales sorcellériques, sans fondement, qui ont cherché à détruire la personnalité de Nicolas Kazadi auprès du chef de l'État. La Cour de cassation s'était saisie du dossier. On a convoqué l'excellent Nicolas Kazadi. Il n'a pas fui la justice, il a fondé la justice. Vous savez que dans ce pays, il y a eu des gens qui fouillaient la justice. Mais Nicolas Kazadi est arrivé, avec ses avocats, ils ont présenté toutes les épreuves. C'est-à-dire toutes les preuves, pardon. Et la justice, avec des hauts magistrats, avec s'il vous plaît, madame, avec les hauts magistrats de la Cour de cassation, Nicolas Kazadi a présenté ses raisons, ses arguments. La justice, à travers la Cour de cassation, a dit que ce monsieur, c'était innocent, on l'acquise à tort. C'est-à-dire que c'était des raisons politiques qu'on avait notamment envoyé les inspecteurs de l'IGF afin de pouvoir changer Nicolas Kazadi. Il a été disculpé. Ce n'est pas fini. La Cour de cassation convoque encore Nicolas Kazadi afin d'être renseignant pour le dossier de François Roubota ainsi que de Marc Kassenga, dont aujourd'hui la Cour de cassation a acquitté Marc Kassenga. Mais comment celui qui a été condamné ou celui qui avait détourné l'argent? Mais on se pose la question, entre celui qui a reçu l'argent pour le financement et l'exécution du projet, et celui qui a sorti l'argent pour que les projets soient exécutés, qui va détourner cet argent? C'est-à-dire que Nicolas Kazadi n'avait fait que protéger les derniers. Lorsque le chef d'État dit dans une émission, que pendant que l'affaire était dans la justice, il dit dans une émission que Nicolas Kazadi est le ministre le plus sérieux des Finances que le pays n'a jamais connu. C'était déjà aussi une manière de fragiliser la justice. En ce moment-là, la justice de notre pays est indépendante, madame. Dû que le chef de l'État avait soutenu Nicolas Kazadi, moi je crois que Nicolas même l'a dit aussi dans une émission à Télé 50. Mais écoutez, lorsque le chef de l'État parle, c'est-à-dire qu'il a toutes les informations. Ici, je vous dis, si le président de la République avait dit que Nicolas Kazadi serait le ministre le plus sérieux, c'est en rapport avec les réalisations de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a triplé le budget de l'État. Ça n'a jamais fait dans l'histoire politique de notre pays. Nicolas Kazadi a apporté des réformes sur les antivalets, les mafias et consorts. Aujourd'hui, le ministère des Finances devait, c'est par là que j'étais en train de parler, devait notamment s'en servir. Mais ils ont pris toutes ces réformes, ils ont mis ça de côté et aujourd'hui nous souffrons. Vous savez pourquoi nous souffrons aujourd'hui? La personne qui bloque les réalisations de Mme Toulouka,
moi je crois que c'est l'actuel ministre des Finances. La personne qui fait, le ministre qui fait aujourd'hui que Toulouka n'arrive pas à réaliser ses budgets, à réaliser ses réalisations, ses programmes, c'est le ministre des Finances. Parce que ce ministre dont vous avez cité les noms, c'est lui qui doit mobiliser des recettes. C'est lui qui doit financer les projets du gouvernement. Nicolas Kazali l'a fait. Le ministre des Finances a sorti l'argent. Les projets de forage étaient de 1000 forages. Mais lui, il a pensé que c'était un projet vraiment qualitatif. Il a remis ça à 1500. Ok. C'est-à-dire que, pour le moment, pour avoir ce gouvernement, nous l'avons dit, et nous ne le dirons jamais assez, que nous avons pensé que l'excellence de Nicolas Kazali a mérité, et il a tous les critères. En ce moment, pourquoi pas de lui donner la primatie? C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle l'intelligence pour gérer les finances, mobiliser des recettes. Kabila l'a fait en 2013 avec Matata Mponyo. Il était le premier ministre, en même temps ministre délégué aux finances, parce que Kabila avait compris que ce monsieur avait la maîtrise des mobilisations des recettes. En même temps, il avait ce qu'on appelle la maîtrise pour coordonner les actions du gouvernement. Il a le même background que Matata Mponyo. Non, non, en matière de finances. Au regard de ce que Nicolas Kazadi a fait, Matata Mponyo n'est pas au chevet de la réalisation et de l'intelligence de Nicolas Kazadi. C'est au regard des réalisations. Ce n'est pas au regard des hommes. Nous parlons en termes de réalisations et de réformes. Matata Mponyo a mené des réformes. On ne peut pas aujourd'hui s'en passer. Il a stabilisé le dollar pendant plusieurs années. Madame, quand on parle de la stabilisation du dollar, Matata Mponyo a trouvé le dollar à combien? Il a quitté la primatie, il a trouvé ça à combien? Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez... Parce qu'il y a Sali à Mouké, Mouninga Sali à Ebele. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Johnson Bobaka. Johnson, pour suivre votre co-débatteur. Il y a eu le gouvernement de l'Union sacrée. Autrefois, c'était FCC Cash. Il y a eu l'Union sacrée. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Corneille Nangaa promet de venir à Kinshasa pour barrer la route à Nanga. Est-ce que le gouvernement de l'Union nationale peut-il sauver la RDC de l'impasse? C'est ça la grande question. Allez-y. Merci beaucoup, madame. Comme vous le savez très bien, moi je reste les interventions sont là. Quand je parle en parole aussi, c'est dans le cadre démocratique. Je vais dire que je ne veux pas tergiverser et je ne veux pas faire le texte forcé. Savoir comment se doit faire RDC de l'impasse. Et il faut la diplomatie pour la force militaire. La question majeure qui s'est posée est celle-ci. Peut-on récupérer le territoire continental par la voie diplomatique? Je vais approcher cet aspect sous trois angles. Je vais utiliser trois vocabulaires qui me serviront d'appui dans celui-là. Négociation, diplomatie. Je sais pourquoi je suis en train de séparer la négociation de la diplomatie et la force militaire. Lorsque je parle de la négociation ici, sur Kinshasa, Kigali, lorsque je parle de la diplomatie, je vois la communauté internationale. Parce qu'à ce stade, Kinshasa ne peut pas engager des négociations avec Kigali. Pourquoi? Il y a déjà un plan, il y a un secret de polichinelle que nous ne pouvons pas ignorer, le plan que le Rwanda a. Pourquoi Kinshasa ne peut pas négocier avec le Rwanda pour l'instant, madame? Le Rwanda n'est qu'un échiquier, la scène où nous sommes spoliés, pillés. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Discuter avec le Rwanda, c'est ridicule pour le Congo. J'ai aimé et apprécié la position du chef de l'État qui ne cesse de répéter maintes reprises qu'il ne peut pas s'asseoir et négocier avec le M23. Mais prendre ou aborder la voie diplomatique, c'est ce qui est normal. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Vous savez, aujourd'hui, comme je ne cesse de le répéter, la gestion de la res publica exige des leaders une certaine culture générale, la culture du passé. Parce que le passé nous sert pour la gestion du présent. Ceux qui ont inventé la res publica, la gestion de la République,
les Romains, comme les Grecs qui ont inventé la démocratie, avaient des principes incontournables au cas où il y a des conflits. Je dirais, il y a une phrase, les Romains disaient toujours, ceux qui ont inventé la République, et donc nous sommes censés lire la notice sur la gestion des conflits dans une République. Il disait, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, tu dois préparer la guerre. Et alors, par rapport à cette question de la création du gouvernement de l'Union nationale? Je vais y arriver, madame. Préparer la guerre. Cette guerre, elle est d'abord diplomatique, elle est également militaire. La guerre diplomatique, monsieur le président de la République l'a déjà l'a emportée face au Rwanda. Aujourd'hui, il y a des sanctions, bien sûr que ce sont des sanctions parfois combinatoires de la part de la communauté nationale, mais du moins, le chef de l'État a réussi sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, d'aucuns savent qu'au sein de ce gouvernement, il y a des infiltrés, même au sein du Parlement. Mais comment le chef de l'État, vous savez, parfois le chef de l'État est entre le marteau et l'enclume, ne sachant plus à qui faire confiance. Et aujourd'hui, comment les détecter? Vous savez que si le chef de l'État décide aujourd'hui de dissoudre le Parlement, vous verriez beaucoup de ces parlementaires rejoindre le rebelle. Pour dire que, on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Moi j'espère que les leçons tirées du mandat passé, les leçons tirées de ces 2 ans, de ce mandat-ci, ont apporté au chef de l'État des données. C'est pour cela, j'estime que le gouvernement d'union nationale, que le chef de l'État veut mettre en place, pourrait apporter un plus si et seulement si le chef de l'État arrive à détecter qui doit être là. Il y a aussi un problème de casting. C'est qu'il faut savoir aussi. Voilà, oui madame, il y a un problème. Le problème c'est quoi? On peut bien détecter peut-être des infiltrés. Voilà, mais on n'arrive pas, on n'arrive pas à les évincer ou on n'arrive pas à les écarter à cause de leur nom. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, dans la gestion de la République, à ce stade-ci, où le pays traverse un fleuve dont on ne saurait décrire la température, le chef de l'État, si c'était ailleurs, au moment où la République est née, on accorderait au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels. Des pouvoirs exceptionnels, c'est-à-dire le chef de l'État a les droits de veto, il a à ce stade-ci, prendre des décisions, parce qu'on dit souvent salus populi lex suprema esto, le salut du peuple est la attendre les avis du Parlement qui est infiltré. Et il doit être courageux pour ne pas tenir compte seulement des noms. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de ceux qui travaillent avec le chef de l'État, ce sont des personnes qui ont été avec le gouvernement Kabila, il y a belle lurette. Les autres sont là, ce sont des infiltrés. Des autres sont là, communiquent avec le rebelle. Et vous allez vous poser la question, nous avons tous suivi les déclarations de Corneille. Il dit, même au sein de l'Union sacrée, nous communiquons même dans avec la présidence. eux. Même dans la présidence, on communique avec eux. Comment détecter? Il faut qu'il y ait remaniement. Ils vont sortir leur vrai visage. Et à ce stade, le chef de l'État doit prendre des précautions. Lorsqu'il parle du gouvernement de l'Union sacrée, on doit faire appel aux opposants et aux opposants Yanzala. Non, non, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Écoutez, à ce stade, madame, nous allons vraiment, je vous l'ai dit, retirer tout ce qui a été prononcé. Vous savez, ah bon? Le linge sale se lave en famille, dit-on. Lorsque nous sommes dans une maison et qu'il y a des contradictions, il y a des incompréhensions entre nous, nous nous battons, nous nous insultons, mais nous nous aimons. Et au moment où mon père, bien qu'il soit ivrogne, bien qu'il soit ce qu'il est attaqué, on doit mettre toutes ces différences à part. Est-ce que vous comprenez, madame? Merci. Même si le chef de l'État a dit, là c'est pendant la propagande. Non, 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 c'est pas pendant la propagande. Non, non, écoutez, madame, qu'on se le dise. À ce stade, on ne peut pas parler d'opposition. Nous sommes tous des Congolais. Opposition Anzala. Non, non, nous sommes tous des Congolais. Et comme nous sommes tous des Congolais,
nous devons retirer tout ce qui a été dit, lavons nos linges sales en famille pour trouver des solutions et sauver la vie de la population. Et voilà, il y a un autre invité qui vient de nous rejoindre déjà, Papi Bazika. Aris, veuillez nous balancer la vidéo de professeur Patrick Onoya. Des militaires, des enseignants, des élus du peuple, entrepreneurs, membres des mouvements citoyens et des étudiants de l'INEKIN sont ici sensibilisés sur le patriotisme dans ce contexte de sécurité qui frappe la partie est de la RDC. Une initiative de la structure Innova Academia qui avait pour thème la guerre à l'Est, les rôles de la jeunesse congolaise. Présent à cette conférence, le professeur Patrick Onoya a exploité les sous-thèmes « Jeune, soit un patriote ». Il a expliqué à long et à large le contexte économique, politique et militaire de cette guerre imposée par le Rwanda. Patrick Onoya a profité de cette occasion pour appeler les Congolais à faire preuve du patriotisme et à bannir le tribalisme. L'appel au patriotisme doit être fréquent et intensifié, car le patriotisme en République démocratique du Congo est crucifié sur l'autel du tribalisme. Voilà pourquoi, de multiples manières, en utilisant l'histoire, en démontrant, n'est-ce pas, aux étudiants que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix que de nous unir comme un seul homme, n'est-ce pas, pour bouter hors l'ennemi du territoire national. Car 60 ans après l'indépendance, il est impensable qu'un peuple pense coloniser un autre. Et que dirons-nous aux générations futures si on apprend que nous n'avons rien fait, n'est-ce pas, pour soutenir ce sol, pour protéger ce sol? Le patriotisme, nous l'avons rappelé, n'est pas un concept qui se chante simplement. C'est un concept qui se vit à travers des actions au quotidien, à travers des attitudes. Que ce soit dans les réseaux sociaux, ils doivent démontrer leur attachement à la patrie et ne pas céder au jeu de l'ennemi. Mais surtout, la guerre, c'est le front, n'est-ce pas, le front militaire. Et pour cela, l'armée a besoin à la fois des universitaires, de tout type de personnes. Donc, nous avons clôturé en soutenant, n'est-ce pas, en appuyant et en appelant les jeunes universitaires à rejoindre les rangs de FARDC. Il a également rappelé aux autorités congolaises quelques principes sur la conservation du pouvoir, une manière pour lui de contribuer efficacement au maintien du régime actuel. Les 5 principes sur la conservation du pouvoir du général Sun Tzu, nous avons utilisé les 5 principes qui sont la doctrine, l'intelligence du temps, l'intelligence de l'espace, la discipline et le commandement, pour expliquer que la conservation du pouvoir répond à un ensemble de principes. Par exemple, les principes d'anticipation. Nous n'avons pas besoin de voir, n'est-ce pas, le M23 avec les Rwandais arriver jusqu'au Bandundu pour comprendre qu'il faut se lever. L'intelligence du temps nous amène à comprendre qu'il faut se lever maintenant, anticiper, pour l'éliminer là où il est. L'intelligence de l'espace nous amène à comprendre que nous avons le sud de la RDC et, n'est-ce pas, l'Est qui regorge un ensemble de minéraux. Peut-être certains peuvent même être tentés à nous prendre cette partie. Nous devons donc nous lever, avoir un ensemble de stratégies pour conserver ce qui est à nous. Cette conférence publique vient de rappeler la nécessité pour toutes les couches sociales à s'engager de façon citoyenne et patriotique pour le retour de la paix en RDC. Le lobbyiste, le professeur Patrick Onoya, toujours prêt pour servir la République. Il y a Papi Bazika qui vient d'arriver. Bonsoir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Madame Minushka, oui, autrefois. Oui, ça arrive, les temps parfois sont violents et méchants, mais il faut quand même se soumettre aux caprices du temps. Vraiment. Et la vie continue. Le gouvernement de l'Union sacrée peut-il sauver la RDC de l'Union nationale? De l'Union, oh là là, de l'Union nationale. L'Union sacrée est tellement ancrée. Oui, je comprends, oui, parce que c'est l'Union sacrée qui gère les pays jusque-là. Le gouvernement de l'Union nationale, politicien, hypocrite dans notre pays. Je vous entendais tout à l'heure dire ici opposition et Anzala. Non, madame, il n'y a pas une opposition à Anzala. Mais c'était sorti, ce sont les propos du chef de l'État. Oui, je comprends, oui, ça peut arriver. Nous avons connu dans ces pays des gens qui avaient l'argent ou qui ont l'argent
qui sont vraiment riches, des millionnaires, faire des successions de pouvoirs. Ils étaient avec Mobutu, avec Kabila les pères, Kabila les fils. Ils sont toujours là au pouvoir aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'ils produisent comme résultat? Millionnaires. Que ce soit qu'ils soient ressortissants de l'opposition ou je ne sais de quel point, majorité, qu'est-ce qu'ils donnent au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils donnent à la population congolaise comme résultat, comme travail, comme production? Je pense que les liens qu'il faut, les liens appropriés pour mesurer un homme politique, c'est sur terrain. C'est lorsqu'il est nommé. C'est alors qu'on pourra lui évaluer par rapport à sa production politique. Aujourd'hui, je peux citer quelques noms ici, si vous me permettez. Des gens dont on croyait moindres ou moins, mais ils font des choses aujourd'hui. Les cas, par exemple, des ministres de justice, par exemple. Il essaye de faire quelque chose. C'est vrai, il y a des lacunes, mais il fait quand même quelque chose. On le voit sur terrain. Il y a des gens tels que Liaou, on le voit sur terrain. Jean-Pierre Liaou au ministère des Fonctions publiques. Il y a des gens tels que Bemba qu'on voit en train de faire quelque chose pour les pays. Donc, madame, il y a des gens qu'on peut sous-estimer, mais lorsqu'on leur donne le pouvoir, ils font mieux. Et il y a des gens qu'on croit être grands, être spécial, mais arriver au pouvoir zéro. Des gens qui nous chantaient des poids politiques. Maintenant, le pays était en guerre, ou le pays est en guerre. Où sont-ils? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à tout ce qu'ils ont comme poids politique? Mais ils devaient aussi mettre un paquet. Quand je dis paquet, ce n'est pas l'argent. On devait voir leur force politique, la force qu'ils ont sur le terrain. Ça a aussi un problème. Attendez, laissez-moi la liberté de le dire. Quelque part, le chef d'État est aussi plaintif. Lorsqu'il y avait le FCC Cash, il est bloqué par le FCC. Il y a de l'hypocrisie. Il y a eu création de l'Union sacrée. Il s'est plaint. Est-ce qu'il ne va-t-il pas encore se plaindre à la création après avoir créé l'Union nationale? Et puis, un second problème, le choix, les castings. Très souvent, je soulève cette question au sein de l'UDPS, au sein de l'Union sacrée. Il y a des jeunes intelligents, intègres aussi. Mais le comble est que vous serez surpris de voir Banapoto Mokoboye, des copains, des copines, prendre des postes, des ministères de souveraineté pendant qu'ils ne font rien. Et l'échec, tout revient sur la tête du chef de l'État. Voilà, madame. Quelque part aussi, lui-même est le problème. Ce que vous dites là, je pense que le chef de l'État écoute. Il nous suit. C'est lui qui fait les choix. Mais quelque part, aussi, il y a toujours cette question. Bon, tiens, là, qu'ici. Non, pas qu'ici. Il y a toujours ces problèmes ou cette problématique de poids politique. Donc, vous savez, il y a certains ministres qui viennent au gouvernement sans la volonté du chef de l'État. Mais parce qu'il est proposé par sa plateforme politique, on les reçoit. Alors, que font le service de renseignement? À l'époque du maréchal, c'est vrai, je fus encore petite, mais du même mon père, à chaque fois, il nous disait, il y avait le service de renseignement qui tenait sur les critères. Il tient sur les critères, sur la moralité, sur le background. Mais aujourd'hui, ça ne s'est fait plus. Je pense que, allez-y. Je pense que le chef de l'État est en train de tirer des leçons, des vies, des leçons politiques. Il comprend. Je pense que cette fois-là, quand il va faire le choix des membres du gouvernement dit de l'Union nationale, il va faire un bon casting et il y aura des Congolais, des patriotes qui vont aider les pays. Mais vous avez parlé tout à l'heure des plaintes. Madame, c'est tout le monde. Je vais vous rappeler l'histoire. Mobutu a dit ceci. Le président Mobutu n'est pas un magicien. En d'autres termes, pour ne pas tout connaître, ce qui s'est passé sur terrain. Donc, quelque part, Mobutu a connu un problème avec des hommes. Le vrai problème, c'est l'homme congolais. Kabila Joseph, qui avait autour de lui, dans l'FCC, plus de 2000 collaborateurs, il a dit qu'il manquait 15 bons collaborateurs. Il en avait plus de 2000. Tous les députés, tous les sénateurs, les gouvernements provinciaux, et ainsi de suite. Les membres du gouvernement, tous ces conseillers, il dit qu'il manquait
15 bons collaborateurs. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il avait au moins 360 députés qui étaient membres de l'FCC. Donc vous comprenez, madame, il y a un problème ici du Congolais. Le chef de l'État peut faire un choix. Il voit quelqu'un de l'extérieur. Mais à l'intérieur, oh, c'est un souris sauvage. Parce que nous avons des souris ici, des souris de maison et des souris sauvages qui viennent de l'autre côté. Donc tout ça, ça bloque. Donc, le vrai problème, moi je dis, il faut revoir aussi notre système politique. Si on avait des députés ou un parlement qui pense vraiment à la République, un parlement qui travaille pour la République, on allait résoudre beaucoup de problèmes. Comment, madame? Parce que c'est vrai de critiquer le chef de l'État. Je suis tout à fait d'accord. C'est un homme. Mais à quoi sert le Parlement? Je vais rappeler ici aux téléspectateurs que les députés nationaux que vous voyez ou les sénateurs ont deux missions principales. La première, contrôler l'action du gouvernement. Lorsqu'on dit contrôler l'action du gouvernement, en commençant par le Premier ministre et tous les ministres, ils ont même le pouvoir de destituer ces ministres. Mais lorsque ces parlements-là ne travaillent pas, si le Parlement décide de toi, ministre, je ne sais, des ministères X, vous ne produisez rien. Quittez le gouvernement. Le Parlement qui pensait à déchoir le ministre Guizaro, malheureusement, a un soutien. Oui, c'est toujours c'est ça le système des sorciers politiques. Les députés ont le pouvoir de destituer les ministres. Et si le Parlement décide de destituer un ministre, est-ce que le chef de l'État va refuser? Non, il va se soumettre. Mais si cet organe-là qu'on appelle parlementaire, il ne joue pas le rôle. Aujourd'hui, on parle de détournement. On joue avec l'argent de l'État par des individus, des particuliers. Mais c'est toujours la mission du Parlement, de ses députés, madame. Combien de politiques, combien de mandataires politiques, de mandataires publics sont interpellés par les députés? Ou les députés ont interpellé ceux qui détournent l'argent de la République. Donc, la responsabilité est partagée. Le chef de l'État ne peut pas faire tout lui-même. Il a toujours ces problèmes, ou il y a toujours ces problèmes d'individus, des hommes politiques qu'on a, dont la majorité, madame, sont des hypocrites. Et voilà, merci beaucoup. Le second tour, je passe la parole à Mara Bobola. Mara, Corneille Nangaa promet de venir à Kinshasa d'ici le mois de mars. Je ne sais pas si c'est une folie ou si ce sera une réalité. J'aimerais poser la question. Pourquoi pas un gouvernement militaire à la place du gouvernement de l'Union nationale? Je n'en sais qui non parce que quand on a un koloba mutu soki alinga kufa azalaka na temps ya oza souris ya oza esengo. Mais ne prenez pas ça aussi par légèreté, hein. Faut pas sous-estimer son ennemi. Prendre toutes les mesures pour que cela n'arrive pas ici à Kinshasa. Madame, le Congo a 2 345 410 km². C'est-à-dire que s'il faut quitter Ndjili, aller à Lubumbashi, vous avez 2h20 de temps de vol. S'il faut quitter Ndjili et aller à Goma, vous avez au moins 2 heures de temps. C'est-à-dire, ça c'est sur le plan aéronautique. Mais le Rwanda va arriver ici avec M. Nangaa comment? Moi je me demande, il y a même des gens qui se réveillent et qui croient à ce que Nangaa est en train de dire. C'est-à-dire, ça, ce sont des guerres médiatiques qui n'ont rien à voir avec des réalités. Il avait dit qu'il va prendre... S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La ville de Goma est tombée comment? D'ailleurs, moi, je ne dis même pas que la ville de Goma est tombée. Elle est debout. La ville de Goma a été abandonnée au merci du militaire du Rwanda par certains officiers rwandais qui avaient infiltré notre pays. Alors la ville de Bukavu. S'il vous plaît, madame. Allez-y. À la ville de Bukavu, il n'y a pas eu même une seule balle qui s'est bâtie. Vous n'avez pas suivi ça? Librement, non? C'est-à-dire que M. Kagame, avec M. Nangaa, ont infiltré toutes ces provinces-là. Même par des serveuses des hôtels. Mais madame, vous n'avez pas vu des images avec, excusez-moi, des prostituées rwandaises. Oyo baye na kati ya Goma, baye na Bukavu pour les faciliter des tâches. Tala ba faire de ces bavandaka. Tala ba officier supérieur bavandaka. Nago ya gouverneur yango. Madame, que personne vous trompe. Même si vous êtes une armée dissuasive avec plein d'équipements,
et que si vous n'avez pas eu la maîtrise Nos géographique, militaires étaient faibles. s'il vous plaît, madame, je vais parler de quelque chose d'important. C'est-à-dire, on vous amène par exemple, moi là, on me donne toutes les armes du monde. On m'envoie aux États-Unis d'Amérique. Je n'ai jamais été là-bas avec les collègues qui sont avec moi, les co-débatteurs. Nous aurons les difficultés. Vous savez, les difficultés, c'est quoi? C'est la tactique et les orientations sur la chaîne de commandement. Mais comment ces gens-là ont su que les FARDC habitaient ici, que les officiers supérieurs habitaient ici? Madame, nous sommes face à une situation où la trahison de notre pays a commencé à partir des musées, qui est venu avec des Rwandais. À un moment donné, à Balukeli Bango, son fils est arrivé, il a officialisé l'entrée d'IM23. Et il les a aidés pour tout qu'ils aient signé dans Bango, il y a 2009. C'est-à-dire, en ce moment, quand vous parlez qu'on doit mettre un gouvernement en place, un gouvernement militaire. C'est une question. Mais, madame, moi je me dis, on mettrait en place un gouvernement des militaires. Vous savez que déjà nous avons une armée qui est infiltrée. On risque d'avoir des Rwandophones, on risque d'avoir des Burundais, des Ougandais, des Centrafricains, des Zimbabwéens et puis des Angolais au sein de ce gouvernement. Mais le comble parce qu'il y a un autre gouverneur. Laissez-moi vous relancer. Merci beaucoup. Dans une émission, moi j'ai vraiment une mémoire un peu fraîche là, par rapport à mon âge aussi, là j'avance. Le chef de l'État avait dit, je trouvais une armée structurée, organisée. C'était des mensonges. Le chef d'État avait menti. Non, non, on avait menti au chef de l'État. Oh, comment ça? Mais s'il vous plaît, madame, quand le président dit que la ville de Goma est Kokoyate, c'était sur base de quoi? C'est parce qu'on avait des armements. On avait en terme des hommes, on avait un nombre important de militaires, avec des officiers supérieurs, plus les mercenaires. C'est-à-dire le président avait toutes les informations que la ville de Goma ne va pas tomber. Mais regardez ce qui est arrivé, madame. On a tous succombé que les officiers supérieurs ont abandonné la ville. Et ils sont allés à Bukavu, là où il y avait la paix. Ça, c'est une fuite face à l'ennemi. Et c'est condamnable. C'est-à-dire aujourd'hui, quand le président a dit qu'il avait trouvé une armée structurée, c'est parce qu'il arrive au sommet de l'État, on doit lui donner des informations sur la situation du pays. Voilà sur le plan militaire. Voilà le nombre de militaires que nous avons, voilà le nombre de munitions, voilà notre système politique, voilà notre loi de défense, voilà notre loi de la sécurité et consorts. Et le chef de l'État, quand il veut communiquer, il communique sur base des informations qu'il a reçues. Le président ne parle pas comme tout le monde. Ce n'est pas comme son prédécesseur qui a parlé, qui a manqué de quoi dire et qui a commencé à dire des sottises. Je suis vraiment désolé. C'est-à-dire, s'il faut mettre en place un gouvernement, c'est comme j'avais répondu, nous avons des gens qui sont compétents, madame. Nous avons des gens, comme mon confrère du parti a dit, à quoi sert l'Assemblée nationale? Nous avons les principes de l'autorité budgétaire de l'État, c'est qui? C'est l'Assemblée nationale. Le président de la République a parlé que non, il a fallu qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui doit aller appeler le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, ça va député, il faut? Non. Nous sommes dans un principe de séparation du pouvoir et que chaque animateur d'une institution quelconque, il a une responsabilité. Merci. Alors, c'est-à-dire que nous sommes face à une classe politique qui pense à leur ventre et qui ne pense pas aux intérêts de la République. Le Congo, pour le moment, nous sommes humiliés. Mais ce n'est pas une humiliation du chef de l'État. Ce n'est pas une humiliation de la nation, mais c'est une humiliation de tout un peuple devant une histoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas été capables, comme Emmanuel Macron l'a dit, de mettre en place des politiques capables afin de sauvegarder et de mettre en place des stratégies pour avoir de souveraineté de notre pays dans tous les domaines. Madame, il n'y a aucun pays où vous devez avoir des acteurs politiques qui se mobilisent pour avoir un siège à l'Assemblée nationale. Mais lorsque le pays est agressé, ces gens-là se retournent. Ils commencent à dire, c'est vous qui avez cité. C'est vous qui avez cité. Mais moi, j'en connais beaucoup. Si on a la liste, alors je ne pense pas qu'il y a un. Mais je vais rentrer parce que je suis un combattant de la lutte pour la liberté et les antivaleurs. C'est-à-dire que, pour le moment, si le pays a été mobilisé par tous les acteurs politiques, par tous les mouvements citoyens, c'est-à-dire que c'est notre pays qui est agressé. Le Rwanda, je crois que la communauté internationale... Pourquoi vous voulez destituer Vital Kamerhe?
Bon, écoutez, nous sommes un député national est libre. Lorsque l'Assemblée nationale trouve que peut-être sur le fonctionnement de règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne sont pas respectés, moi, jusqu'à présent, j'ignore encore des raisons pour sa destitution, mais je me demande aussi, on va destituer quelqu'un pendant qu'il y a la vacance parlementaire. Ataba Inaramoto. Moutouake Konge, Boulandi et Tikuna, Bakenega va destituer. En ce moment, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'avoir la cohésion nationale. Le chef de l'État, pour le moment, il se retrouve au moment où le président Mobutu Azaraki, en 1995, 96, 97. C'est-à-dire qu'il est poignardé au dos, mais il est resté debout. De ne pas céder aux manipulations médiatiques et aux aventures de M. Nanga. Merci. Et nous disons à notre peuple, Nanga qui dit qu'il va arriver ici, je ne sais pas moi quelle date, je ne maîtrise même pas cette date. Ça ne me regarde pas. Cette date-là concerne que Nanga. Nanga, c'est celui qui a organisé, je dirais, des tueries en 2015-2018. Parce que si les élections et Salamaki, Nanga n'a pas, c'est-à-dire quoi? Nanga pourrait alors peut-être officialiser, légitimer sa lutte de libérer les Congolais, malheureusement, en plaçant un sujet rwandais. Il y a Congo central, il y a Kasongolunda, il y a Sidubangi, je ne sais pas, même chez lui, qu'il est placé un gouverneur dans la ville de Goma. Mais en prenant un Rwandais, un sujet rwandais, qui s'exprime même en Kinyarwanda. Et Nanga avait nous dit que voilà, il veut libérer le pays. C'est une langue congolaise, non, le Nyarwanda? Non, madame. Madame. Patrick Moya a dit. Le chef de l'État dit même que les Banyamulenge sont des Congolais. Ça va chuter un grand débat sur la table. Le bon Sani. Je vais apporter une précision de taille. Chuter. La République démocratique du Congo, dans ses tribus, dans ses ethnies, nous n'avons aucune tribu qui s'appelle Tutsi Congolais et Banyamulenge. Ça n'existe pas. Allez consulter les archives. Mouyaya peut parler. Azamutu. Peut-être, il est dépassé. Oui, nous devons le dire. Mais si le chef de l'État l'avait dit, c'était en fait pour jauger l'attention des Congolais vis-à-vis de cette situation. Le président l'a dit où et quelle a été la réaction des Congolais? C'était à Londres, lorsque le chef de l'État a eu le pouvoir. Parce que le président avait une pression de cette communauté. Mais en disant cela, les Congolais, l'État, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Mobutu leur avait donné la nationalité, non, son directeur de cabinet, M. Bisengimana. Et puis après, Mobutu avait retiré. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, et les Banyamulenge, et les Tutsi Congolais, ce ne sont pas des sujets congolais. Johnson, pourquoi pas avoir un gouvernement militaire à la place du gouvernement de l'Union nationale? Oui, merci beaucoup, madame. Je m'inscris d'abord en faux contre le propos de mon ami Mara, dont j'apprécie la fluidité de l'expression. Vous savez, j'ai entendu le secrétaire général des Nations Unies qualifier de bluff le propos de Nanga. C'est la plus grande erreur qu'on commettrait dans la gestion des conflits, c'est de sous-estimer son adversaire. Vous savez comment Kabila père est entré avec les Rwandais du Rwanda jusqu'à Kinshasa. Alors, nous ne voulons pas ça. Mais on ne peut pas sous-estimer quand même l'adversaire. Vous savez, est-ce que Nanga a bu? C'était comme ça avec Goma. C'était comme ça avec Bukavu. Mais là, on peut comprendre du fait que ce sont des régions frontalières. Et là, c'est vraiment l'infiltration est démesurée. Mais pour ainsi dire, lorsque vous dites, vous parlez des remplacements du gouvernement civil par le gouvernement militaire, madame, il ne faut plus parler de ça à la télévision. C'est parce que là, vous êtes en train déjà de motiver une sorte de rébellion. S'il vous plaît. Un grand consul romain disait que dans Armatogaï, que les armes le cèdent. Nous sommes dans un état de d'urgence, il faut le dire. Oui, suivez très bien. Que les armes le cèdent à la toge. Aujourd'hui, nous avons un président de la République responsable. Vous savez, si et seulement si Tshisekedi n'avait pas eu ce pouvoir en 2018, nous ne savons pas exactement ce que serait la République aujourd'hui. Il a accepté d'avoir le poison à main. Lorsqu'on lui a donné ce pouvoir, il savait que maintenant, je mets ma tête à couper. Et il s'est permis
de faire ce qu'un président de la République ne ferait pas. Il a été qualifié de pave. On l'a traité de tous les mots. Et il savait que maintenant je suis à l'intérieur, il y a Munguna. Aujourd'hui comme demain, je peux partir. Il a joué au stratège. C'est le grand stratège que nous avons dans ces pays. Et on peut quand même dire merci à Dieu de l'avoir choisi. Vous savez, Fayoulou, il a été... C'est de Diallo. Non, ce n'est pas de Diallo, madame. Est-ce que vous croyez que... Non. Est-ce que vous croyez que c'était facile? Pourquoi Fayoulou avait refusé certains accords? Et pourquoi lui, il était très catégorique, même à la télévision, dit que moi, si je deviens président, je vais arrêter. Mais ce n'était pas la stratégie du président Félix. Et au fur et à mesure, il a su déboulonner de l'épave. Aujourd'hui, on l'appelle béton. Et lorsque nous sommes en train d'avancer, dire que nous devons remplacer le gouvernement civil par le gouvernement militaire, ça, notre constitution n'en parlait pas. Là, c'est marcher à l'encontre de la constitution. Mais nous ne devons pas sous-estimer la force de l'ennemi. Vous savez que j'ai suivi l'intervention du vice-président de l'Assemblée provinciale de Maïndombe. Vous savez, en réalité, aujourd'hui, Kinshasa est une ville ouverte. Nous sommes dans une période de guerre. Mais lorsque vous circulez, et nous qui nous déplaçons souvent vers des provinces, nous ne sentons pas la sécurité. À ce stade, qu'est-ce que le chef de l'État ferait? Sécuriser d'abord toutes les frontières. Et que chaque gouverneur, on ne peut pas sous-estimer Nanga. Il sait partout où il a placé ses pions. Et ils sont même au Parlement. Et il a déjà un plan. Et comme je l'ai dit, c'est un secret de polichinelle que nous ne pouvons pas ignorer. On doit sécuriser les frontières. Chaque gouverneur doit veiller. En même temps, vous voyez, j'avais parlé de la guerre diplomatique et de la guerre militaire. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le président a réussi. Mais ça reste sur le plan militaire. On ne peut pas oublier ça. Vous savez que notre armée est affamée. Or, une armée affamée est affaiblie. On peut être là dans l'armée parce que, pourquoi on est l'infiltré qui est au Parlement, c'est que il faut frapper au ventre l'armée congolaise. Il faut détourner les fonds. Il faut faire ceci, il faut faire ceci pour que ces soldats ne soient pas motivés. Or, aujourd'hui, nous savons qu'il y a 3 piliers pour solidifier une nation. Une nation est fondée sur l'éducation de son peuple. Elle est élevée par la justice et elle est préservée et consolidée par l'armée. Pour vous dire ceci, madame, à ce stade, le chef de l'État doit faire des choix judicieux, mettre de côté le clientélisme et exercer son droit de veto, quand même il est le chef de l'État. Comme je vous avais dit, parfois il arrive au stade où il ne sait pas à qui faire confiance. Merci beaucoup. Voilà, on va conclure et puis je vous dirai... Il n'y aura pas les mots de conclusion. Papi, vous allez conclure, vous avez 5 minutes pour conclure l'émission. Est-ce que nous ne pouvons pas remplacer le gouvernement civil par un gouvernement militaire? Par rapport à cette question, madame, j'ai joint mon confrère de l'autre côté. D'ailleurs, je dirais, le problème, ce n'est pas mettre en place un gouvernement des militaires ou encore des civils. Mais il faut mettre en place des hommes qui sont réellement des patriotes. On a besoin des patriotes congolais. Comment les trouver? Non, ils sont là. Ils sont là. Les patriotes sont là. On peut toujours les trouver. Mais aussi, il faut que toutes les machines politiques de notre pays, toutes les structures, les institutions qu'on a en place puissent travailler. Si chacun jouait son rôle comme il se doit, je reviens encore, si on avait un parlement réellement responsable par rapport aux besoins du pays, madame, tous les faussaires n'auront pas de place dans notre gouvernement ou dans notre pays. Le Parlement est un pouvoir sérieux. Il y a des choses qui peuvent échapper au chef de l'État, mais pas au Parlement. Pas au Parlement. Mais si ce Parlement-là est amorphe... Il est le citoyen le mieux renseigné du pays. C'est tout à fait normal, madame, je vous le concède. Mais il ne peut pas tout faire.
Il est bien informé, mieux informé, mais il ne peut pas faire tout lui-même. Mais je reviens. Lorsque Kabila a dit « j'ai manqué 15 bons collaborateurs », c'était après 16 ans du pouvoir. C'était après 16 ans du pouvoir. En d'autres termes, il était bité aussi à ces problèmes des collaborateurs politiques. Et c'est le problème qu'on a dans notre gouvernement. Lorsque vous héritez un gouvernement qui était déjà infiltré jusqu'à la moelle épinière, vous vous trouvez déjà avec ses ennemis dans toutes les institutions et occupant des places stratégiques. Qu'est-ce que vous allez faire? Et comment encore faire partir ces gens? Ce sera encore peut-être une question. Ce n'est pas facile. D'où il faut essayer de tout faire. Voilà pourquoi le chef de l'État veut essayer avec le gouvernement de l'Union nationale. Mais nous croyons, madame, que cette fois-là, ou cette fois-ci, il faudra que ces Congolais qui seront nommés soient consciencieux, soient réellement des patriotes. Parce que s'il y a des patriotes, même s'il y a des infiltrés, les patriotes pouvaient aider les pays. Mais si vous avez des gens qui se disent Congolais, la journée, et la nuit, ils ont d'autres nationalités, et ils travaillent avec l'ennemi, vous savez que nous avons des députés qui ont des carrés miniers. Et nos mines sont vendues par les Rwandais. En d'autres termes, ces députés-là collaborent avec Kagame. Nous avons des mandataires publics qui travaillent avec l'ennemi. C'est très compliqué. Madame, tout à l'heure, vous parlez encore. J'ai dit non, ce n'est pas approprié chez nous de parler d'un gouvernement de militaires, madame. État d'urgence. Non, madame. Nous sommes dans un pays où on compte plus d'officiers, plus que les États-Unis d'Amérique. On a à peu près plus de 380 ou 350 généraux de nationalités douteuses et qui occupent des fonctions très stratégiques. Et dont la majorité gérait la partie est de la République. Donc si vous donnez le pouvoir aux militaires, cela veut dire nous acceptons de céder le pays, de céder directement le pays à l'ennemi. Donc ce n'est pas le moment. On peut, oui, Mobutu était militaire, semble-t-il. Joseph Kabila était militaire, ainsi de suite. Mais on n'a pas besoin d'un gouvernement militaire. Non, madame. Par rapport à notre contexte, ce n'est pas approprié, ce n'est pas à encourager. Par rapport au contexte congolais, ce n'est pas des choses à encourager. Mais moi ici, je propose que ce gouvernement de l'Union nationale soit animé par des Congolais et pris de bonne volonté, d'amour pour la patrie. Merci. Et des gens qui sont vraiment moraux et non des immoraux. S'il vous plaît, accordez-moi 3 minutes pour clôturer l'émission. Et en dernier lieu, madame, que les parlements congolais soient des députés qui aident les pays. Merci. Nos députés n'aident pas les pays. Merci. Ils sont là pour eux-mêmes. Merci. Mara, 1 minute, clôturer l'émission. Madame, merci beaucoup d'abord pour l'invitation et merci beaucoup pour le co-débatteur. Seulement que je voulais quand même rectifier quelque chose que l'ami avait dit. Moi, nous n'avons pas sous-estimé notre adversaire. La guerre, elle est médiatique. La guerre, elle est militaire, elle est diplomatique. Ce que fait l'armée rwandaise, je vous informe que le Rwanda a mis plus ou moins des millions de dollars pour les médias, pour tout ce que nous sommes en train de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous avons mis? Ça, c'est une interrogation. Et de deux, sous-estimer, non, je n'y pense pas. Mais seulement, mes propos sont des propos d'un compatriote. C'est-à-dire, face à une menace, je ne peux pas céder sur le plan mental. C'est comme ça que nous appelons notre peuple à ne pas écouter ce que M. Nanga est en train de dire. Et de trois, nous appelons à l'ensemble de la classe politique de se mobiliser comme nous avons toujours la tendance lorsque nous sommes face aux élections. Vous voyez, c'est tout le monde qui se mobilise, qui met des paquets, même ses propres argent pour aller à la campagne. Faisons cette campagne pour notamment accompagner le chef de l'État en ce moment. Et puis, quatrièmement, madame, je vais citer, nous demandons au chef de l'État, pourquoi pas
de penser à Nicolas Kazadi. Merci beaucoup. Et puis parce que on a besoin d'argent. Merci beaucoup. Veuillez clôturer l'émission. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Nous sommes à la fin de l'émission. Je pense que nous avons été suivis et j'aimerais bien que ce débat arrive même aux oreilles du chef de l'État pour essayer un peu d'éviter le clientélisme dans ce nouveau gouvernement d'union nationale. Que le même nom ne se répète pas et que les chefs de l'État doivent veiller beaucoup plus sur les parlementaires qui sont là. Et également à tout Congolais. Le message est clair. Ce n'est plus le moment de chercher à imputer la faute à l'autre. Nous devons tous être acteurs plutôt que spectateurs. Merci. Parce que, comme l'avait également dit notre ami, la honte, c'est aux Congolais. La honte, c'est pas beaucoup. du Papi, président de la clôturer République. l'émission. Merci. Oui, je voudrais dire seulement aux Congolais d'être sentinelles de notre République. Que tout le monde joue le rôle des sentinelles parce que l'ennemi est avec nous. Il est dans nos quartiers, dans nos bureaux et nous devons veiller à ce que le pays ne soit pas balkanisé. Et voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat Actu 60. On a reçu 3 invités. Malheureusement, l'opposition n'est pas venue. Merci à Mara de l'UDPS. J'espère que ce ne sera pas la première fois. Merci à Papi Baziga du Progressiste. Merci à Johnson, analyste politique indépendant. Merci à Aris Matondo à la régie. Merci au directeur technique qui nous a aidé à la réalisation. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu se souvienne à nos frères qui sont tombés à l'est du pays. Et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.